La sauce au canneberge était encore chaude lorsque ma sœur Michelle a fait une annonce fracassante lors du dîner familial de Thanksgiving. Elle s'est levée de sa chaise en bout de table, un verre de vin à la main, comme si elle portait un toast à son propre génie. Et la salle à manger est devenue silencieuse, à l'exception du doux tintement de l'argenterie contre les assiettes en porcelaine, alors que 23 membres de la famille tournaient leur attention vers elle. J'ai une nouvelle passionnante à partager avec tout le monde, annonce-t-elle, sa voix portant ce ton familier de supériorité qu'elle a perfectionné au fil des ans. J'ai aidé Sarah à prendre les décisions financières qui s'imposaient et qui auraient dû être prises il y a des années. Elle a fait un geste vers moi avec son verre, et j'ai senti le poids familier de près de 2 douzaines de paires d'yeux qui se posaient sur moi depuis notre réunion de famille élargie. J'ai continué à découper ma dinde méthodiquement, en gardant une expression neutre et des mouvements calmes. À 32 ans, j'avais appris que réagir aux déclarations de Michelle ne faisait qu'alimenter son besoin de drame et d'attention. Elle avait 35 ans, était mariée à un orthodontiste prospère nommé Brad et s'était autoproclamée conseillère financière de la famille bien qu'elle n'ait jamais travaillé en dehors de la gestion du cabinet dentaire de son mari et de l'organisation de déjeuners de charité pour leur country club. Cela fait maintenant 6 ans que Sarah vit dans ce minuscule appartement d'une chambre au centre-ville, poursuit Michelle, sa voix s'animant au fur et à mesure qu'elle s'intéresse à son sujet. Même espace exigu, même cuisine démodée avec ses horribles plans de travail en stratifie. Sans jamais améliorer sa situation. Elle a gaspillé de l'argent en paiements hypothécaires et en impôts fonciers alors qu'elle devrait se construire un véritable avenir. Les murmures d'approbation ont commencé immédiatement. Ma cousine Jennifer a hoché vigoureusement la tête de l'autre côté de la table. J'ai dit la même chose. Cet endroit est si petit qu'on peut à peine y mettre une table à manger. Michelle se réjouit de ce soutien. Michelle se réjouit de ce soutien, tout à fait. J'ai donc pris l'initiative de le mettre en vente par l'intermédiaire d'un des patients de Brad qui est agent immobilier. Nous avons trouvé un acheteur pour 315 000 $, ce qui est honnêtement plus que la valeur de cette petite maison dans le marché volatile d'aujourd'hui. Le moment ne pouvait pas être mieux choisi. La tablée s'est mise à applaudir avec enthousiasme. Tante Linda applaudit à tout rompre. Oh, Michelle. C'est absolument merveilleux. Il faut que quelqu'un aide Sarah à prendre des décisions pratiques pour son avenir. L'oncle Bob, propriétaire de 3 immeubles locatifs en banlieue, a hoché la tête avec sagacité depuis sa position à côté de mon père. L'immobilier est de toute façon sur le point de s'effondrer avec la hausse des taux d'intérêt. Mieux vaut se retirer maintenant, tant qu'il est encore possible de faire des bénéfices. Ma mère rayonnait de fierté en regardant Michelle et moi. C'est exactement le genre de soutien familial dont nous avons besoin en ces temps incertains. Michelle a toujours été très douée pour l'argent et la planification à long terme. Vous vous souvenez qu'elle a aidé tante Carole à refinancer sa maison, ce qui lui a permis d'économiser des milliers d'euros. Elle s'est tournée vers moi avec cette expression patiente et légèrement condescendante qu'elle arborait depuis que j'étais une adolescente qui faisait des choix douteux en matière de filière et de carrière. Chérie, tu devrais être reconnaissante à Michelle d'avoir pris les choses en main. Tu as toujours été trop sentimentale à propos de ce petit endroit, et les sentiments ne construisent pas la richesse ou la sécurité. J'ai bu mon café à petites gorgées et j'ai souri paisiblement. C'est une belle réussite. Michelle. Je suis sûre que vous avez beaucoup réfléchi et fait beaucoup d'efforts pour prendre cette décision. La famille a interprété ma réponse calme comme une acceptation. Peut-être même une gratitude masquée par l'embarras de voir mes limites financières discutées si publiquement. Ils ne pouvaient pas savoir que mon minuscule appartement était enregistré auprès du Financial Crime Enforcement Network du département du Trésor en tant que propriété surveillée dans le cadre des protocoles de sécurité fédéraux. Ils n'avaient aucun moyen de comprendre que toute transaction non autorisée concernant la propriété déclencherait automatiquement des procédures d'enquête fédérale qui ne pourrait être arrêtée ou inversée une fois lancée. Michelle n'avait aucun moyen de savoir que je travaillais pour FinCEN en tant qu'analyste financier principal spécialisé dans les enquêtes complexes sur le blanchiment d'argent et les réseaux internationaux de criminalité financière. Mon habilitation de sécurité top secret exigeait une divulgation complète de tous les actifs, investissements et relations financières. Le titre de propriété de mon appartement a été signalé dans plusieurs bases de données fédérales comme appartenant à une personne ayant accès à des informations financières très sensibles qui pourraient compromettre la sécurité nationale si elles étaient exploitées. Le modeste appartement d'une chambre que j'avais acheté en liquide il y a 6 ans n'était pas seulement ma maison.
Il s'agissait d'un bien fédéral protégé, soumis à des systèmes de surveillance continue conçus pour détecter toute tentative d'accès, de modification ou de transfert non autorisé. L'emplacement avait été spécifiquement choisi après des enquêtes approfondies sur les antécédents et des examens de sécurité menés par des agences fédérales. Ma famille a vu un fonctionnaire en difficulté vivant d'un salaire à l'autre dans un appartement exigu du centre-ville qui répondait à peine à ses critères de vie adulte. Ils ont vu quelqu'un qui conduisait une Honda Civic vieille de 7 ans avec une bosse dans la portière du passager, qui faisait ses courses dans des épiceries discount avec des coupons et qui ne prenait jamais de vacances coûteuses vers des destinations exotiques comme le reste de la famille. Ils ont supposé que mon emploi au gouvernement était un poste administratif de bas niveau qui couvrait à peine mes factures mensuelles et n'offrait pas de réelle possibilité d'avancement. Lorsque mes proches me demandaient ce que je faisais au travail, je répondais toujours analyse financière pour le département du Trésor, ce qu'ils interprétaient comme de la paperasserie ennuyeuse et des calculs de chiffres que n'importe quelle personne ayant des compétences de base en mathématiques pouvait effectuer. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que mon habilitation de sécurité restreignait presque tous les aspects de ma vie financière, où je pouvais vivre, ce que je pouvais acheter, comment je pouvais investir de l'argent, qui je pouvais fréquenter, quel pays je pouvais visiter et comment je pouvais effectuer des transactions financières. Chaque bien que je possédais devait être divulgué, documenté et surveillé en permanence par des systèmes de sécurité fédéraux. L'appartement qui leur paraissait minuscule et démodé était stratégiquement situé à une distance sur des installations fédérales, achetées après des mois de vérification des antécédents, d'audit financier et d'examen de sécurité par de multiples agences. L'ameublement modeste et l'absence d'appareils électroniques coûteux n'étaient pas des signes de difficultés financières. Il s'agissait d'exigences liées au maintien de l'habilitation de sécurité pour les postes sensibles. La clôture est prévue pour vendredi prochain à 14 h, poursuit Michel, qui savoure manifestement son rôle de solutionneur de problèmes et d'expert financier de la famille. J'ai déjà signé tous les documents en tant que mandataire de Sarah. Il n'y aura donc aucun retard ni aucune complication. Les acheteurs sont un jeune couple charmant du cabinet de Brad. Nous avons fait leurs soins dentaires l'année dernière et ils paient comptant, nous n'avons donc pas à nous préoccuper des autorisations de financement ou des complications liées au prêt. Ma cousine Jennifer s'est penchée en avant avec un intérêt et une admiration évidents. Vous avez une procuration sur les finances de Sarah ? C'est vraiment une planification intelligente pour les urgences familiales dans des situations comme celle-ci. Michel a fait un geste dédaigneux de la main, comme si les complexités juridiques étaient des détails mineurs qui ne valaient pas la peine d'être discutés. Oh, j'ai juste imité la signature de Sarah sur les documents nécessaires. Elle aurait tout réfléchi et se serait probablement retirée à la dernière minute, comme elle le fait toujours. Parfois, la famille doit prendre des décisions difficiles pour des membres de la famille qui ne peuvent pas voir la situation dans son ensemble. L'aveu désinvolte de la falsification est resté dans l'air comme s'il s'agissait d'une affaire familiale tout à fait normale plutôt que d'un acte criminel grave. Plusieurs membres de la famille ont gloussé et hoché la tête pour approuver l'approche pratique de Michel dans la résolution des problèmes familiaux. Mon père a éclaté de rire et a secoué la tête avec exaspération. C'est ça. Notre Michel, toujours en train de se débarrasser de la paperasserie et de la bureaucratie pour faire avancer les choses de manière efficace. L'oncle Bob a levé sa bouteille de bière en guise de toast. Parfois, il faut sauver les gens de leur propre manque de jugement et de leur indécision. Sarah a de la chance d'avoir quelqu'un qui veille à ses intérêts. J'ai bu une nouvelle gorgée de café et j'ai gardé mon expression paisible et reconnaissante. Michel venait d'admettre une usurpation d'identité, une fraude électronique et des délits fédéraux contre la propriété devant 23 témoins, dont la plupart avaient encouragé ou applaudi son comportement criminel. Elle avait également commis plusieurs crimes fédéraux en tentant de transférer des biens surveillés sans l'autorisation des agences de sécurité fédérales. Mais je n'ai rien dit sur les implications juridiques ou les conséquences potentielles. Dans environ 18 heures. Elle découvrirait la gravité de ses choix par une expérience directe avec les agences fédérales chargées de l'application de la loi. Le reste du dîner s'est déroulé sans que Michel ne cesse d'être félicité pour son initiative et son esprit de famille. Elle a expliqué en détail comment elle avait trouvé les acheteurs grâce aux relations du cabinet dentaire de Brad, comment elle avait habilement négocié le prix à la hausse par rapport à leur offre initiale de 290 000 $ en mettant l'accent sur la situation privilégiée du centre-ville et le potentiel d'investissement, et comment elle prévoyait de m'aider à trouver un appartement à louer plus convenable et plus approprié dans leur quartier de banlieue.
Sarah peut enfin arrêter de gaspiller de l'argent en paiements hypothécaires, taxes foncières, assurances et frais d'entretien, a-t-elle déclaré tout en servant une tarte à la citrouille avec une satisfaction évidente. La location est tellement plus logique pour quelqu'un dans sa situation et à son niveau de revenu. Pas de soucis de réparation, pas de stress lié à la valeur de la propriété, pas d'anxiété liée aux fluctuations du marché. Juste des paiements mensuels simples et prévisibles qui libèrent de l'argent pour d'autres priorités. Ma grand-mère, qui avait 87 ans et s'était toujours inquiétée de mes choix de vie non conventionnels, m'a tapoté la main avec une affection sincère. C'est une telle bénédiction. Ma chère. Michel s'occupe vraiment de tes intérêts et de ta sécurité à long terme. Tu devrais écouter ses conseils plus souvent. Toute la tablée a murmuré son accord et son approbation. J'étais entourée de membres de ma famille qui croyaient sincèrement qu'ils étaient témoins d'un acte d'intervention aimante et de résolution pratique de problèmes plutôt que de la commission de multiples crimes fédéraux qui entraîneraient des années de peine de prison fédérale et des casiers judiciaires permanents. Après le dîner, Michel m'a emmenée à l'écart dans la cuisine pendant que tous les autres se réunissaient dans le salon pour regarder le football et discuter de politique. Et la cuisine était chaude et elle semblait enflammée par le vin et l'autosatisfaction tandis qu'elle chargeait le lave-vaisselle avec l'efficacité de quelqu'un qui a l'habitude de gérer le personnel de maison. Je sais que cela semble soudain et peut-être un peu accablant, dit-elle avec une sympathie feinte, adoptant le ton patient qu'elle utilise pour expliquer des concepts financiers complexes à des personnes moins averties. Le changement est toujours difficile à accepter, surtout lorsqu'on s'est habitué à des situations sous-optimales. Mais parfois, les gens qui vous aiment doivent prendre des décisions difficiles que vous ne pouvez pas voir clairement vous-même. J'ai continué à essuyer les plats qu'elle me tendait et j'ai hoché la tête pensivement. Je suis sûre que tout se passera comme prévu, Michel. Tu es manifestement soulagé de voir que je n'allais pas provoquer un drame familial en m'opposant à son intervention parfaitement raisonnable. C'est tout à fait ça. C'est l'attitude mature que j'espérais que tu adopterais. Parfois, la jeune sœur a besoin de la grande sœur pour faire des choix difficiles qui semblent effrayants sur le moment, mais qui s'avèrent être exactement les bons à long terme. Elle se sécha les mains sur un torchon et me regarda avec l'expression de quelqu'un qui donne des instructions finales importantes. La clôture a lieu vendredi à 14 h au cabinet d'avocats Stevens Associates, sur la 5e rue du centre-ville. C'est le même cabinet que Brad utilise pour tous ses contrats commerciaux, ils sont donc très professionnels et efficaces. Je m'occuperai personnellement de tout. Vous n'avez même pas besoin d'être sur place ou de vous absenter de votre travail. J'apporterai tous les documents chez vous vendredi soir pour que vous puissiez voir que tout a été fait correctement. Le vendredi matin est arrivé, gris et froid, avec la promesse d'une neige de décembre. J'étais à mon bureau au bâtiment du Trésor à 7h15. Plutôt que d'habitude car je voulais m'occuper de ma charge de travail avant les inévitables interruptions qui se produiraient plus tard dans la journée. Mon bureau se trouvait au 4e étage, avec vue sur le fleuve Potomac, et j'ai passé les 3 premières heures à examiner les rapports d'activité suspectes des banques de la région Mid-Atlantique. Ma mission actuelle consistait à suivre les schémas de blanchiment d'argent dans les transactions de crypto-monnaies qui montraient des signes de connexion avec des réseaux internationaux de financement du terrorisme. Ce travail nécessitait l'analyse de données financières complexes, la coordination avec les agences fédérales chargées de l'application de la loi dans plusieurs juridictions, et la préparation de rapports détaillés qui seraient utilisés dans le cadre de poursuites fédérales et d'enquêtes sur la sécurité nationale. À 11h47, mon téléphone portable personnel a reçu un message d'un numéro inconnu. Sarah. C'est l'avocat David Stevens de Stevens Associates. Il y a eu une situation d'urgence concernant la vente de votre propriété. Veuillez appeler mon bureau immédiatement. C'est extrêmement urgent. Je n'ai pas appelé immédiatement. Le mot urgence dans les communications juridiques signifie généralement que quelqu'un a découvert qu'il était sur le point de faire face à de graves accusations criminelles, et j'avais appris que les réactions de panique immédiate amélioraient rarement la situation de qui que ce soit. A eu lieu de cela. J'ai terminé l'analyse d'un schéma de virement particulièrement complexe qui suggérait une fraude par société écran impliquant 14 institutions financières différentes dans 6 États. J'ai enregistré mon rapport détaillé par le biais des canaux fédéraux sécurisés, puis j'ai appelé le numéro à 12h23. Madame Johnson, Dieu merci, vous avez rappelé, a déclaré le procureur Stevens. La voix serrée par une panique à peine contrôlée. Il y a des agents fédéraux à mon bureau en ce moment même.
Des agents du FBI avec des mandats. Ils ont saisi tous les dossiers relatifs à la vente de votre propriété, y compris les contrats originaux, les documents financiers et la correspondance. Ils disent que la transaction implique une fraude immobilière fédérale, une usurpation d'identité et un transfert non autorisé d'actifs surveillés. Je me suis adossé à ma chaise de bureau et j'ai regardé le ciel gris de décembre au-dessus du Potomac. Cela semble très sérieux, monsieur Stevens. Que vous disent-ils exactement ? Ils ont émis des mandats de saisie de documents et traitent cette affaire comme une enquête fédérale majeure. Ils veulent parler à votre sœur immédiatement, et ils ont demandé sa position actuelle et ses coordonnées. Sa voix se fissure légèrement sous l'effet du stress. Mademoiselle Johnson ? Je dois vous poser une question directe. Avez-vous autorisé votre sœur à signer des documents en votre nom concernant la vente de votre propriété ? Non, je n'ai pas autorisé Michelle à signer des documents pour moi, monsieur Stevens. Il y a eu une longue pause remplie uniquement par le bruit de sa respiration rapide. Oh, mon Dieu! Elle a imité votre signature sur des documents de transfert de propriété fédéraux. Il ne s'agit pas seulement de fraude civile ou de conflits familiaux. Il s'agit de plusieurs crimes fédéraux assortis de peines minimales obligatoires. Les agents parlent de fraude électronique, d'usurpation d'identité et de violation des lois fédérales sur le contrôle des biens. Je pouvais entendre des voix à l'arrière-plan de son bureau, des tonalités officielles et autoritaires que j'ai reconnues dans mon propre travail de coordination avec les agences fédérales chargées de l'application de la loi. M. Stevens. Je vous recommande de coopérer pleinement avec l'enquête fédérale et de fournir tous les documents et informations dont les agents ont besoin. Il me demande de contacter immédiatement votre sœur pour l'informer que les agents fédéraux veulent l'interroger. Il m'interroge également sur les acheteurs et me demande s'il savait qu'il s'agissait d'une propriété fédérale. C'est un désastre, Madame Johnson. Je pourrais perdre ma licence à cause de ça. À 13h23, mon téléphone personnel a sonné. Le nom de Michelle est apparu sur l'écran. Sarah, qu'est-ce qui se passe ? Sa voix était pleine de panique et de confusion. Des agents du FBI viennent de débarquer chez moi avec des badges officiels et des mandats. Ils disent que j'ai commis des crimes fédéraux. Ils veulent m'arrêter et saisir mon ordinateur et mes dossiers financiers. J'étais toujours à mon bureau, en train d'examiner calmement des dossiers et de préparer une réunion dans l'après-midi sur les protocoles de suivi des crypto-monnaies. À travers ma fenêtre, je pouvais voir des employés fédéraux se promener entre les bâtiments, menant les activités de routine de la sécurité financière nationale. Cela semble très stressant et bouleversant, Michel. Stressant ? Ils parlent de peine de prison fédérale. Ils ont parlé de biens surveillés, de violation de la sécurité et de transfert non autorisé de biens fédéraux. Qu'est-ce que cela signifie ? Tu travailles dans une administration ennuyeuse, tu fais de la paperasse. De quelle violation de la sécurité s'agit-il ? 2 agents fédéraux en costume sombre étaient en effet arrivés chez ma sœur à 13h15. L'agent spécial Maria Rodriguez de la Financial Crime Task Force du FBI et l'agent spécial James Park de la division des enquêtes criminelles du département du Trésor avaient passé la matinée à se coordonner avec les protocoles de sécurité fédéraux et à examiner les rapports d'enquête générés automatiquement. Lorsque des biens enregistrés dans les systèmes de surveillance fédéraux font l'objet d'un transfert non autorisé, les protocoles de sécurité automatisés interviennent dans les heures qui suivent, conformément aux procédures de sécurité nationale établies. Et la base de données NNCN avait signalé la tentative de vente de mon appartement à 9h42, lorsque la société de gestion des titres a soumis les documents préliminaires au bureau de l'archiviste du comté. À 10h15, les enquêteurs fédéraux examinaient les détails de la transaction, confirmaient l'usurpation d'identité et préparaient des mandats pour la saisie de documents et l'interrogatoire des suspects. Michel, dis-je calmement, en gardant le même ton paisible que j'avais utilisé lors de notre conversation au dîner de Thanksgiving, tu as admis hier au dîner que tu avais imité ma signature sur des documents légaux pour vendre des biens fédéraux. Vous avez commis une fraude électronique, une usurpation d'identité, un complot en vue de commettre des délits financiers et une tentative de transfert non autorisé de biens fédéraux contrôlés. Des biens fédéraux ? C'est juste votre stupide petit appartement dont personne ne se soucie. Mon appartement est enregistré auprès du département du Trésor comme un bien surveillé dans le cadre des protocoles de sécurité fédéraux.
Toute transaction non autorisée déclenche des procédures d'enquête fédérales automatiques qui ne peuvent être arrêtées une fois lancées. Votre fausse signature sur les documents de transfert constitue un délit fédéral multiple passible de peine minimale obligatoire allant de 4 à 12 ans de prison fédérale. La ligne est devenue silencieuse, à l'exception de sa respiration de plus en plus irrégulière et de ce qui ressemblait à des pleurs étouffés. Michel. Vous devez vous rendre immédiatement aux autorités fédérales et faire appel à un avocat qualifié en matière de défense pénale fédérale. J'ai continué sur le même ton calme et professionnel que celui que j'utilisais pour informer les forces de l'ordre des enquêtes sur la criminalité financière. Résister à l'arrestation, s'enfuir ou tenter de faire obstruction à l'enquête entraînera des poursuites fédérales supplémentaires assorties de peines encore plus lourdes. Les arts de l'acheteur ont été saisis à titre de preuve. La société de titres fait l'objet d'une enquête fédérale pour son rôle dans le traitement de documents frauduleux, et le procureur Stevens coopère pleinement avec les enquêteurs fédéraux afin d'éviter d'être lui-même inculpé. Mais j'essayais de vous aider. Toute la famille était d'accord pour dire que c'était la bonne décision financière pour ton avenir. L'accord de la famille ne prévaut pas sur la loi fédérale. Michel. Vous avez commis des crimes fédéraux graves devant 23 témoins qui vous ont entendu admettre la falsification et l'usurpation d'identité. Ces témoins seront cités à comparaître pour témoigner devant un tribunal fédéral de ce qu'ils vous ont entendu dire. Je pouvais entendre la voix de l'agent Rodriguez en arrière-plan, calme et professionnel, expliquant les droits Miranda et les procédures d'arrestation fédérale. Michel avait la possibilité de se rendre volontairement plutôt que d'être arrêté de force, ce qui serait mieux vu lors des audiences de condamnation. Sarah, s'il te plaît, tu dois arrêter ça. Dis-leur que c'était un malentendu. Je ne peux pas arrêter une enquête fédérale, Michel. Les crimes fédéraux ont des conséquences fédérales, indépendamment des relations familiales ou des sentiments personnels. Vous avez commis les crimes, vous avez admis les crimes devant de nombreux témoins. Et les agences fédérales d'application de la loi sont tenues de poursuivre ces crimes. À 14h47, Michel s'est rendue aux autorités fédérales au bureau local du FBI au centre-ville. Elle a été examinée, photographiée, ses empreintes digitales ont été relevées et elle a été placée en détention fédérale dans l'attente de sa mise en accusation. Les chefs d'accusation étaient nombreux et graves: fraude antérieure à l'échelle de l'État, vol d'identité aggravé, tentative de fraude à la propriété fédérale, conspiration en vue de commettre des délits financiers et violation des lois fédérales sur la surveillance de la sécurité. Le bureau du procureur des États-Unis a déposé des accusations formelles dans les 72 heures. Michel encourt une peine minimale de 6 à 10 ans de prison fédérale, ainsi que des frais de restitution supérieurs à 85 000 $ pour les frais d'enquête fédérale, les frais de justice, les dommages causés à toutes les parties impliquées dans la transaction frauduleuse et les frais administratifs liés aux violations du protocole de sécurité. Les acheteurs, un jeune couple nommé David et Jennifer Walsh, ont perdu leur dépôt de garantie de 31 500 $ et ont dû faire face à leurs propres complications juridiques pour avoir tenté d'acheter une propriété fédérale par des moyens frauduleux. Cependant, les enquêteurs fédéraux ont déterminé qu'ils étaient des victimes involontaires du stratagème de Michel plutôt que des participants volontaires à des crimes fédéraux. Ils ont néanmoins dû faire face à des pertes financières et à des frais de justice dépassant les 15 000 $. L'avocat David Stevens a fait l'objet de mesures disciplinaires immédiates de la part de l'Association du barreau de l'État pour ne pas avoir vérifié les signatures sur les documents relatifs aux biens fédéraux et pour ne pas avoir fait preuve de la diligence requise concernant la propriété et l'autorisation des biens. Sa licence d'avocat a été suspendue dans l'attente d'une enquête, et sa compagnie d'assurance en responsabilité civile professionnelle a entamé une action en justice pour récupérer les pertes anticipées suite à l'enquête fédérale. Et la réaction de ma famille était prévisible. Mais elle est restée décevante. Ils m'ont qualifié de sans cœur et de vindicatif pour avoir porté plainte contre ma propre sœur pour ce qu'ils ont qualifié de simple malentendu familial qui avait pris des proportions démesurées à cause des bureaucrates du gouvernement. Ils ne comprenaient pas que je n'avais pas du tout porté plainte. Les systèmes de surveillance fédéraux avaient automatiquement détecté les crimes et entamé des procédures de poursuite conformément au protocole de sécurité nationale établi. Ma mère m'a appelé à plusieurs reprises, pleurant et me suppliant d'arranger la situation en parlant à mon patron, ou à quelqu'un de responsable, qui pourrait faire disparaître les charges fédérales. Elle ne pouvait pas comprendre que les crimes fédéraux ne disparaissent pas parce que les membres de la famille le demande gentiment, et que mon travail consistait à enquêter sur les crimes financiers plutôt qu'à les rejeter. 2 semaines plus tard,
Michel a comparu devant le tribunal fédéral vêtu d'une combinaison de détention orange, pâle et épuisée par son séjour en détention fédérale. Elle a plaidé non coupable et a tenté d'affirmer qu'elle pensait m'aider à prendre une décision financière judicieuse, que j'étais trop attachée émotionnellement pour prendre moi-même. Les procureurs fédéraux ont présenté des preuves exhaustives, notamment son aveu enregistré de falsification lors du dîner de Thanksgiving, des relevés financiers montrant les tentatives détaillées de transactions frauduleuses, le témoignage de 23 témoins qui l'ont entendu avouer de multiples crimes, ainsi que le témoignage d'experts du département de la sécurité du Trésor expliquant les systèmes de surveillance fédéraux et la raison pour laquelle les transferts non autorisés déclenchent une enquête criminelle automatique. Le juge fédéral a refusé la libération sous caution, invoquant le risque de fuite. La gravité des accusations de fraude immobilière fédérale et les implications potentielles pour la sécurité nationale d'un accès non autorisé à des biens fédéraux surveillés. Michel restera en détention fédérale jusqu'à son procès, prévu 4 mois plus tard. À eu cours de la période précédant le procès, les enquêteurs fédéraux ont découvert que Michel avait déjà falsifié des signatures sur des documents d'autres membres de la famille, notamment des documents de refinancement hypothécaire pour notre tante âgée et des demandes de crédit non autorisées utilisant le numéro de sécurité sociale de notre cousine. Ce qui semblait être un incident isolé de mauvais jugement s'est révélé être un schéma de fraude financière s'étalant sur plusieurs années. Les preuves supplémentaires ont renforcé le dossier fédéral et éliminé toute possibilité de négociation de plaidoyer en vue d'une réduction des charges. L'avocat de Michel, un défenseur public fédéral désigné par le tribunal, l'a informé qu'une condamnation fédérale était pratiquement certaine compte tenu des preuves accablantes et des témoignages. 3 mois plus tard, confronté aux directives relatives aux peines minimales obligatoires et à des preuves accablantes, dont ses propres aveux enregistrés, Michel a accepté un accord de plaidoyer afin d'éviter une peine encore plus longue à l'issue du procès. Elle a écopé de 6 ans de prison fédérale, de 4 ans de mise à l'épreuve sous surveillance et d'un dédommagement de 127 000 $ ordonné par le tribunal pour couvrir tous les coûts de l'enquête fédérale, les frais de justice, les dommages causés à plusieurs parties et les dépenses administratives liées aux violations du protocole de sécurité. Le juge fédéral a expliqué, lors de la détermination de la peine, que les délits impliquant des protocoles de sécurité fédéraux étaient passibles de peines plus lourdes, car ils compromettaient potentiellement les systèmes de sécurité nationale conçus pour protéger les opérations et le personnel sensible du gouvernement. Et la tentative de fraude a en fait entraîné un renforcement des protocoles de sécurité autour de ma propriété et une surveillance accrue de mes activités financières. Les responsables fédéraux de la sécurité ont procédé à des examens complets de tous mes biens, de mes relations et des vulnérabilités potentielles susceptibles d'être exploitées par des acteurs hostiles cherchant à accéder à des renseignements financiers sensibles. J'y vis toujours dans mon petit appartement d'une chambre au centre-ville, je conduis toujours ma Honda Civic vieille de 7 ans, je fais toujours mes achats dans des magasins discount et je prends toujours de modestes vacances à l'intérieur des États-Unis. Ma famille ne comprend toujours pas que mes choix de vie sont en partie dictés par des exigences de sécurité plutôt que par des limitations financières. Et je ne suis pas autorisée à expliquer les détails de ces exigences. Et la différence, c'est que les réunions de famille sont beaucoup plus calmes et discrètes. Michel ne pourra pas être libéré avant d'avoir purgé la totalité de sa peine fédérale, qui ne prévoit pas de libération anticipée ou conditionnelle. Les membres de la famille qui ont encouragé son comportement criminel doivent maintenant faire face à leurs propres conséquences financières. 12 membres de la famille ont reçu des citations à comparaître fédéral en tant que témoins matériels dans des procédures pénales, ce qui leur a coûté des milliers de dollars en frais d'avocat et en temps de travail perdu. Plusieurs membres de la famille ont fait l'objet d'un examen plus approfondi de leurs propres activités financières après avoir été associés à l'affaire de criminalité financière fédérale. L'entreprise de location de l'oncle Bob a été contrôlée par l'IRS et 2 cousins ont vu leur habilitation de sécurité réexaminée après avoir été associés à des enquêtes fédérales pour fraude. Ma mère m'appelle de temps en temps pour me demander quand je pardonnerai à Michel et l'aiderai à payer ses frais de justice et l'argent de l'économa pour la prison fédérale. Je lui explique calmement que les crimes fédéraux ont des conséquences fédérales, quelles que soient les relations familiales, et que le système judiciaire américain ne réduit pas les peines. Elle ne comprend pas que mon habilitation de sécurité m'interdit de fournir une aide financière aux membres de ma famille condamnés pour des délits fédéraux, en particulier ceux qui impliquent des fraudes financières et des violations de la sécurité. Une telle aide mettrait en péril ma propre carrière et pourrait donner lieu à des poursuites pénales à mon encontre. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre de Michel à l'établissement correctionnel fédéral où elle purge sa peine. Elle m'écrit qu'elle comprend enfin qu'elle a commis des crimes graves avec des conséquences graves.
Mais qu'elle ne comprend toujours pas pourquoi je n'ai jamais averti la famille des problèmes juridiques potentiels liés à leur suggestion. Elle me demande pourquoi je ne l'ai pas arrêtée avant qu'elle ne détruise sa propre vie et ne cause tant de dommages à d'autres personnes. Je lui ai répondu simplement et honnêtement. La loi fédérale n'exige pas d'avertissement avant de poursuivre des crimes. Vous avez fait vos choix sur la base de vos propres hypothèses et désirs. Mon travail n'a jamais été de vous empêcher de faire ces choix ou de vous protéger de leurs conséquences. La lettre est revenue 3 semaines plus tard avec la mention « Retour à l'expéditeur, détenu transféré ». Apparemment, Michel avait été transféré dans un autre établissement fédéral. Peut-être en raison de problèmes disciplinaires ou d'un reclassement de sécurité. Je continue à siroter tranquillement mon café lors des quelques réunions de famille auxquelles j'assiste. Je continue à sourire et à rester calme lorsque des membres de ma famille font des suppositions sur ma vie, mes finances et mes perspectives de carrière. Et la différence est que maintenant ils sont beaucoup plus prudents et hésitent à faire des suggestions concernant mes biens, mes décisions financières ou mes choix de vie. Certaines leçons sur la loi fédérale et la responsabilité personnelle ne peuvent être apprises que par l'expérience directe. Et la prison fédérale offre une excellente formation sur les conséquences à long terme des délits financiers, de l'usurpation d'identité et de l'interférence non autorisée avec les systèmes de sécurité fédéraux. Mon appartement reste exactement à sa place, sous la protection et les systèmes de surveillance fédéraux. Comme il l'a toujours été depuis le jour où je l'ai acheté, il y a 6 ans, en informant pleinement les responsables de la sécurité du département du Trésor. Like that. Just relax. I'm gonna cover your eyes, okay? I'm gonna cover your eyes like that. And again. Look at my hand. Slur. Like that. Just relax.